Et dans ce pays où les portraits de famille n'existent plus, les Polonais ont voulu reconstruire le cœur de leur capitale, la vieille ville du XVIIe siècle. Ce miracle a été réalisé à force de volonté. Ces maisons historiques, au charme désuet et vieillot, ont à peine 15 ans. On a reconstruit de guingois, on a patiné artificiellement. Et si Canaletto, ce peintre du XVIIIe siècle, amoureux de Varsovie, n'avait reproduit avec autant d'art des scènes de la vie quotidienne, peut-être les architectes d'après-guerre n'auraient pu reconstituer aussi fidèlement le cœur de la capitale. Dans ces maisons de rêve, les locataires sont des ouvriers méritants, des artistes à succès, des écrivains dont les ouvrages sont de qualité. Ici, les appartements sont les récompenses du régime aux citoyens qui ont bien mérité de la patrie. Car ici, il ne faut pas l'oublier, c'est la République populaire de Pologne. Le régime est communiste, mais libéral. On s'aperçoit que l'on est de l'autre côté du rideau de fer au peu de circulation automobile. Une voiture ici, cela vaut une fortune. On s'en aperçoit aussi aux vitrines. La plupart des magasins sont d'État. Les chaussures, par exemple, sont très chères, 10 000 de nos anciens francs. Et l'on sacrifie l'élégance à la solidité. Les articles en provenance de l'Ouest sont relativement peu nombreux, à moins que l'on s'arrête devant un comice. Voilà un de ces comices. C'est dans ces magasins privés que le Polonais qui reçoit des cadeaux venant de l'Ouest peut les revendre au prix fort. Un pull italien vous est vendu 10 000 anciens francs, alors qu'en France, vous le paierez à peine 5 000. Par contre, l'effort fait ici pour répondre au désir de culture de la population est très important. Les livres sont très bon marché, les livres français particulièrement prisés. Victor Hugo, ici, est le best-seller. Quant aux ménagères polonaises, elles voient avec ravissement se monter dans les grandes villes des supermarchés que ni New York ni Paris ne renieraient. Quelques prix notés au passage, le pain, 40 à 80 francs le kilo, la viande, 360 à 800 francs le kilo, le beurre, 1200 à 1400 francs le kilo, le cervelas, il ne faut pas oublier le cervelas, c'est très important, 960 francs le kilo. L'avenir de la Pologne, c'est sa jeunesse. Et le gouvernement lui donne toutes les possibilités d'apprendre en prenant les étudiants entièrement à sa charge. Si ses parents n'habitent pas une ville universitaire, l'étudiant est nourri et logé gratuitement. De toute façon, chacun touche une bourse mensuelle de 10 à 17 000 francs pour ses livres et ses faux frais, tout comme Alina Kralova qui a 25 ans. Elle est en 4e année de philologie romane. Elle nous parle de sa vie et surtout de ce qu'elle préfère en littérature. Surtout la poésie, c'est Saint-Jean-Perse, Michaux, oui. Et le prosateur, c'est surtout Proust qui me plaît, enfin Gide. Et est-ce que vous aimez le roman moderne? Est-ce que vous aimez par exemple Christiane de Rochefort ou est-ce que vous aimez Françoise Sagan? Ah oui, s'il s'agit d'abord de Sagan. Sagan, à moi personnellement, je ne suis pas trop ravie de Sagan. Je pense que c'est intéressant, enfin c'est audacieux, c'est une jeune femme qui l'écrit. Pour moi, c'est surtout intéressant puisque moi, je suis dans l'âge de Sagan un peu, et je n'écris rien. Et comme de la littérature, je pense que ce n'est pas une grande littérature. Maintenant, en cinéma, qu'aimez-vous? En cinéma, chez nous, il y a, je pense, les plus à la mode, c'est les films français, c'est aussi les films italiens, mais on connaît aussi beaucoup de films américains, et il y a des films anglais qui sont aussi, je pense, très appréciés par la public. Est-ce que vous aimez le cinéma français dit Nouvelle Vague? Par exemple, j'ai vu à Varsovie que l'on projetait un film qui s'appelle Hiroshima, mon amour. Ah oui, c'est un film vraiment excellent. Et c'est pas seulement mon avis personnel, puisque nous avons fait des discussions avec les amis. On a trouvé que c'est un des meilleurs films qu'on a vu le temps dernier.
J'ai remarqué en me promenant dans les rues de Varsovie que les étudiantes étaient beaucoup plus élégantes que la femme moyenne polonaise. À quoi cela tient-il, à votre avis? C'est une question assez particulière. Vous savez, je pense que, par exemple, les étudiantes, les jeunes filles qui sont à l'université, parmi ses collègues, parmi les garçons, veulent s'habiller bien, elles veulent être élégantes, elles veulent plaire, oui, à leurs amis. Il y a une certaine ambiance parmi les étudiantes, une rivalisation. On veut être belle, on veut être bien habillée. Est-ce que vous aimez flirter? Oui, j'aime flirter, j'aime bien. De temps en temps, mais je préfère, je pense, un amour plus grand. Le flirt, c'est un... De temps en temps, on peut flirter et c'est très agréable, mais sans l'amour, je n'imagine pas la vie. L'étudiant polonais est très occidentalisé. Ses goûts sont semblables à celui de l'étudiant de l'Ouest. Il adore le jazz et surtout il a la passion de la discussion autour d'une table dans un club comme celui-ci où l'on ne boit que des jus de fruits ou du vin en écoutant Miles Davis ou Dizzy Gillespie. Mais tout ne va pas pour le mieux en Pologne, en particulier dans le domaine de la reconstruction. Un effort colossal a été accompli, mais certains quartiers de la périphérie des grandes villes, comme Brudno où nous sommes, laissent à désirer. C'est l'un des principaux griefs de la population contre le régime. Dans ce quartier habitent de petits employés de ministères ou d'entreprises privées. Ce sont les défavorisés du régime. En règle générale, une terrible crise du logement sévit dans les grandes villes. Tenez, visitons cet appartement cossu du centre de Varsovie. 3 pièces, cuisine, salle de bain, 3 familles vivent. Dans la première pièce, une étudiante, une de ses amies et son fils. Dans la deuxième pièce, un couple de médecins, tous deux spécialistes dermatologues. Et dans la dernière pièce, ce sont 2 vieilles dames qui ont tout perdu, qui ont perdu toute leur famille dans la tourmente de la dernière guerre. La salle d'eau et la cuisine sont communes à ces 7 personnes. Les appartements neufs sont donnés en priorité aux ouvriers, aux travailleurs des usines. Il résulte de cette crise du logement un trafic très important contre lequel lutte le régime. Mais que faire sinon construire encore plus rapidement? D'un naturel rouspéteur, M. Kaminski se répand en reproches plus que violents contre le gouvernement lorsque l'on évoque devant lui cette crise du logement. Un autre problème inquiète fortement le régime, l'alcoolisme. Pour limiter les accidents, il est interdit aux conducteurs d'un véhicule à moteur d'absorber la moindre goutte d'alcool ou même de bière. Les contrôles comme celui-ci sont fréquents. Si votre haleine contient la moindre trace d'alcool, le produit qui se trouve dans le tube du ballonnet va changer de couleur. Votre permis de conduire vous est retiré pour 1 an. En cas de récidive, vous ne conduirez plus jamais. L'homme avec qui je converse et que notre caméraman vient de filmer en contre-jour est un opposant farouche à la politique communiste de Gomulka, le grand maître de la Pologne. Il n'a pas voulu parler devant la caméra, mais nous venons de bavarder longuement et il m'a confié ses rancœurs et ses inquiétudes. Cet homme, comme tous ses amis, faisait partie avant-guerre de la haute bourgeoisie. Et, vous le comprenez facilement, l'avènement du communisme l'a réduit à la condition de l'un quelconque de ses employés. On nous a promis, m'a-t-il dit, une élévation considérable de notre standing de vie. On nous a dit, attendez, vous allez voir, ça va augmenter. Et puis on attend, on ne voit rien venir. Les investissements, à mon avis, sont mal faits, et puis surtout, ils ne sont pas faits du tout pour l'homme de l'art. D'autre part, et c'est un deuxième grief que ses opposants
reproche au régime. Ce régime de Gomulka, ce régime communiste, ne laisse pas suffisamment d'indépendance, de liberté politique à l'homme de la rue, à l'individu. Et pourtant, j'ai pu le constater lors de mon séjour en Pologne, il y a quatre partis qui se partagent les voix des électeurs. Il y a d'abord le Parti ouvrier unifié et le Parti paysan polonais, qui sont les deux partis communistes, et d'autre part le Parti démocratique et le mouvement Pax, qui eux sont anti-marxistes et de ce fait sont quelque peu opposés à la politique du gouvernement. Ces deux derniers partis rassemblent la petite bourgeoisie catholique et les artisans. Mais après tout, poursuit mon interlocuteur, pour l'instant, nous sommes libres, il faut bien le dire. Ce n'est pas comme en 1956, comme avant 1956, durant l'ère stalinienne, où pour un oui, pour un non, pour le moindre délit politique, on vous arrêtait. Maintenant, il est possible de parler, et ici, on ne trouve pas, comme dans beaucoup d'autres républiques populaires, cette espèce de servilité face au communisme. Ici, il n'en est rien. Avant de conclure cet entretien avec l'homme que vous avez vu tout à l'heure sur l'écran en contre-jour, je lui ai demandé pourquoi, puisque vous avez la possibilité, ne quittez-vous pas la Pologne et n'allez-vous pas vous installer dans un pays capitaliste que vous admirez. Jamais de la vie, m'a-t-il dit, je suis bien trop attaché à mon pays, il n'en est pas question, et après tout je suis libre. La preuve, pendant plus d'une heure, je viens de discuter à cœur ouvert avec vous. Autre preuve du libéralisme du régime communiste polonais, la liberté du culte. Si la France est la fille aînée de l'Église, la Pologne est sa fille préférée et la plus fidèle. Aux offices du dimanche, l'affluence est considérable. Après la guerre, lors du relèvement de Varsovie, le gouvernement communiste fit reconstruire scrupuleusement toutes les églises et cathédrales de la capitale. L'attachement du Polonais à sa religion est tel que l'on peut voir un ouvrier, membre du Parti communiste, se marier à l'Église. Ce n'est pas la moindre contradiction de ce pays curieux et attachant. Et l'on prit dans Cracovie, la ville aux 200 églises, agenouillée en pleine rue. Quand se déroule la procession de la fête Dieu, on interrompt la circulation sur la Nowy Świat, le Nouveau Monde, les Champs-Élysées de Varsovie. On s'agenouille au passage du Saint-Sacrement à l'ombre du drapeau rouge. Cracovie. Cracovie, c'est le véritable berceau de la Pologne. C'est l'ancienne capitale. Dans ce château de Wawel résidèrent les rois de Pologne. C'est aujourd'hui le Versailles des écoliers et des touristes. C'est à Cracovie que fut fondée la première université, d'où sortit l'un des plus grands génies du monde, Nicolas Copernic. C'est à Cracovie que l'on se rend le mieux compte de l'attachement du Polonais à la tradition. Et c'est aussi à Cracovie que l'on se rend le mieux compte du véritable visage de la Pologne.
Ces femmes terrassiers choquent notre œil occidental. Lorsque vous en parlez en Pologne, on vous répond « Rappelez-vous, 7 millions de morts pendant la guerre, la main-d'œuvre manque. » Alors les femmes se sont mises au travail. Cracovie, c'est aussi une plaque tournante, le lien entre la ville et la campagne toute proche. Et ces paysannes aux fichus blancs, aux multiples jupons de laine, personne ne s'étonne de les voir sur la grande place de la traditionnelle Cracovie. Ces fichus blancs, on les retrouve dans les champs, au travail, car là aussi la main-d'œuvre manque et les femmes ont bien souvent un rôle important à jouer dans l'exploitation familiale. Oui, l'exploitation familiale, car ici, dans ces villages où l'on a l'impression de revivre le général Durakin, la collectivisation, l'établissement de kolkhozes, s'est soldée par un échec retentissant. Les terres des grosses propriétés agricoles ont été redistribuées, mais les paysans ne veulent pas les mettre en commun. Ici, on est d'accord pour acheter collectivement des machines, pour employer collectivement un vétérinaire, un ingénieur agronome, mais cela ne va pas plus loin. Ce système de propriété privée, exploité plus ou moins en commun, convient parfaitement au caractère du paysan polonais. Ce paysan polonais encore plus râleur, plus rouspéteur, plus fidèle aux traditions que son frère de la ville. Ces gourals qui habitent la chaîne des Tatras ont été jusqu'à garder le costume traditionnel. Et lors d'un mariage, on danse autour des isbas de bois groupés le long du torrent. Pendant 2 jours, on va danser, on va manger, on va boire jusqu'à l'épuisement, jusqu'au moment aussi où des bagarres éclateront entre les hommes énervés par la musique et la vodka. Allez donc leur parler de kolkhozes à ces gourals. Ces monts des Tatras font partie des Carpates. Ils sont devenus l'un des principaux centres touristiques de Pologne. C'est un lieu de vacances idéal, tant en été qu'en hiver, et on y a installé de nombreuses maisons de vacances pour travailleurs. Là, dans ce décor enchanteur, pour 200 francs par jour et par personne, l'ouvrier ou l'employé polonais passe ses vacances. Pour lui, les vacances, c'est le repos, mais c'est aussi une période d'économie. L'ouvrier qualifié est vraiment le roi du régime socialiste polonais. Nowa Huta, la nouvelle aciérie, 160 000 habitants, construite en 10 ans, et sa fierté. Il y a 10 ans, ici, le blé poussait. Et l'usine produit aujourd'hui autant d'acier que toute la Pologne avant-guerre. Le combinat, qui a été baptisé, si l'on peut dire, Lénine, constitue une position stratégique. Mais pour nous, l'interdiction de filmer a été levée. Pourtant, il faut bien l'ajouter, pendant notre visite, nous avons été accompagnés d'un personnage, fort aimable d'ailleurs,
qui nous a interdit de situer certaines cheminées, certains bâtiments, certains refroidisseurs par rapport au sol. Et l'ouvrier polonais, qui a toujours le mot pour rire, appelle ce genre de personnage un oncle de la Révolution. C'est à Nowa Huta que j'ai rencontré Stanislas Musza, il a 37 ans. Nouvellement promu ingénieur, il a vécu en France, il était mineur puis monteur électricien, il nous dit comment, en Pologne, il est devenu ingénieur. J'ai commencé mes études à l'école polytechnique de Silésie, où j'ai terminé et j'ai commencé à travailler à l'usine sidérurgique en Silésie. Qu'est-ce qui vous a poussé à aller à l'école polytechnique alors que vous étiez monteur électricien? Le besoin des études. Oui, vous sentiez que vous étiez capable de faire les études. un ingénieur. J'ai terminé en France le second degré, alors je voulais aller aux études supérieures. J'avais la possibilité en Pologne. Maintenant, vous êtes ingénieur. Combien gagnez-vous par mois? De 3 500 à 4 000 par mois. À 4 000 zloty. Et vous travaillez combien d'heures par semaine? De 46 heures par semaine. Ça, c'est la durée normale, mais est-ce que vous faites des heures supplémentaires? Oui, je fais des heures supplémentaires. Des heures supplémentaires dans la semaine pour terminer des travaux qu'il faut faire. Ces heures supplémentaires, vous sont-elles payées? Dans la semaine, non, mais le dimanche, elles sont payées. Les heures supplémentaires faites le dimanche sont payées. Je vais vous demander quelques petits détails sur votre budget. Par exemple, combien payez-vous de loyer par mois? Oh, je paie 135 zloty par mois, mon loyer. Et vous avez combien de pièces? 3 pièces. Vous êtes marié, vous avez deux enfants. Combien donnez-vous de budget d'alimentation, par exemple, à votre femme tous les mois? Je donne tout mon salaire. Vous lui donnez tout et c'est elle qui vous donne de l'argent pour acheter vos cigarettes? Bien sûr. Quel est à peu près ce budget d'alimentation par mois? Oh, jusqu'à 3 000 par mois. Et pour les vêtements, comment vous arrangez-vous? Combien vaut un costume, par exemple? Un costume vaut 2 500 à 3 000. Et une robe? Costume, une robe de 200 à 400. Est-ce que vous arrivez facilement, comme on dit en France, à boucler votre budget? Oui, le budget normalement de chaque mois, je le ferme, on le boucle. Et vous êtes passé d'un beau jour d'un régime capitaliste à un régime socialiste. Et au point de vue de votre travail, est-ce que cela a changé quelque chose? Beaucoup. En Pologne, il y a la possibilité d'avoir du travail tel qu'on voudrait le voir, c'est-à-dire le travail qu'on préfère. Vous avez votre mot à dire? On a son mot à dire au fonctionnement de l'usine. On prend part à la vie de toute l'usine. Ce qu'en France, on n'avait pas la possibilité de faire. Le salaire de Stanislas Musza oscille donc entre 70 et 80 000 francs, mais net d'impôts, ce qui est appréciable, et il ne paye que 2 700 francs de loyer par mois. Il bénéficie en outre d'installations médico-sociales comme ce dispensaire où les soins sont gratuits. Dans cette cantine où j'ai déjeuné, Stanislas Musza paye son repas 200 francs. Menu type, une soupe à l'oseille, une escalope avec œuf à cheval, de la purée, un dessert. Ni bière ni vodka, ici on ne peut boire que de l'eau minérale. Pour répondre à la soif de culture et d'information qui anime le Polonais moyen, le régime a ouvert des librairies comme celle-ci. On peut acheter des journaux en provenance de tous les pays du monde, on peut aussi les consulter gratuitement. C'est dans ce parc de Varsovie,
où main dans la main se promènent les amants de temps nouveau, que s'achève ce reportage dans un pays qui n'est ni tout à fait l'Orient, ni tout à fait l'Occident. Étrange et attachante Pologne, irritante par la haute idée qu'elle a d'elle-même, fière comme la sirène guerrière qui figure dans les armes de Varsovie, ardente et douce comme le baiser de ses amoureux enlacés.